Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce forum pour l'emploi. Bienvenue à cette table ronde. Quel emploi pour demain? Alors, choisir un métier selon ses envies, c'est bien naturel, mais le choisir en fonction des perspectives qu'il offre, c'est vraiment plus judicieux. Savez-vous par exemple que les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt et de la viticulture représentent en Franche-Comté quelques 40 000 emplois? Des secteurs qui recrutent et donc qui méritent votre attention aujourd'hui. C'est justement l'objet de cette table ronde. Gilles Duquet, donc vous êtes agriculteur, éleveur de Montbéliarde dans le Jura, c'est bien ça? Concrètement, votre quotidien d'agriculteur, c'est quoi? Alors oui, bonjour à tous. Je suis en effet éleveur dans le secteur de Salins-les-Bains. Donc j'ai une exploitation d'une centaine d'hectares aujourd'hui avec 50 vaches laitières. Et donc mon quotidien pour coller à la thématique d'aujourd'hui, c'est bien sûr éleveur laitier, c'est la traite des vaches, matin et soir. Donc ça nous occupe déjà un bon bout de temps. Et puis bien sûr, il faut les nourrir. Donc il faut faire des réserves pour l'hiver. Donc il y a tout l'entretien des pâtures à cette époque-là. Et puis bientôt va arriver la récolte des fourrages pour justement cet hiver leur amener leur alimentation. Voilà pour la présentation. D'accord. Alors j'ai entendu les mots de récolte, de fourrage, de traite. Moi, ça ne me fait pas peur parce que je suis un garçon, mais je vois beaucoup de dames et de demoiselles parmi nous. Agriculteur aujourd'hui, c'est un métier d'homme, non? Alors si historiquement et encore aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de travail physique, faut pas se le cacher. Néanmoins, aujourd'hui, on a du matériel adéquat. On a une salle de traite, on possède une salle de traite. Aujourd'hui, on travaille debout, on effectue la traite des vaches debout, on n'est pas accroupi comme par le passé. Les aliments aujourd'hui que l'on achète ou que l'on produit sont stockés en vrac et distribués automatiquement avec des DAC, des distributeurs automatiques, on va dire. Les tracteurs aujourd'hui et les attelages sont semi-automatiques. Voilà, il n'y a plus besoin de porter le matériel parce que de toute façon, on a du gros matériel aujourd'hui. Et on a un confort de travail, par exemple, dans les tracteurs qui fait que c'est quand même des conditions très appréciables. Et c'est des métiers aujourd'hui qui sont ouverts au public féminin sans problème. D'accord, donc on a bien compris, Gilles Duquet, que le métier avait considérablement évolué pendant ces dernières années. Mais si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est parce que vous avez une seconde casquette, vous êtes président de Réagir. Alors, qu'est-ce que c'est Réagir et quelles sont les missions de cette association? On s'est occupé dans le département du Jura à fédérer les organisations qui s'occupent de l'emploi. Et Réagir fédère notamment les services de remplacement et un groupement d'employeurs qui s'appelle Défi, qui permet donc à des salariés de venir travailler, d'offrir du travail à des salariés pour répondre à des besoins d'entreprise, d'exploitation, tels que les miennes, qui, pour un quart de temps, utilisent un salarié quand je suis absent, mais aussi pour me seconder dans mon travail. Donc voilà, Réagir, c'est un guichet unique. On peut venir pour s'inscrire si on est demandeur d'emploi, pour se former si on n'a pas certaines compétences, et puis trouver un travail. Alors, soit par les structures que j'ai citées tout à l'heure, services de remplacement ou défi, mais pourquoi pas trouver un travail dans une entreprise agricole, dans une exploitation agricole, voire dans une structure périphérique, une coopérative, etc. Mais ce sont tous des métiers à temps plein, non? Ou est-ce que vous avez besoin que partiellement de main-d'œuvre? Comment ça peut se passer? Je crois que vous avez mis en place une solution d'emploi partagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. J'évoquais le groupement d'employeurs tout à l'heure. Et en effet, on a un bon nombre d'entreprises du secteur agricole qui ont des besoins, des fois à temps partiel de travail ou par rapport à la saisonnalité. On sait que les récoltes sont plutôt en été. On aura le travail de la viticulture tout à l'heure qui nous démontrera aussi la saisonnalité. Donc, par temps partiel, par cumul de temps partiel, nous pouvons offrir du temps plein, quasiment plein, ou du temps choisi à divers salariés
Et donc ça procure une variation de travaux qui peuvent être très intéressants avec une diversité d'entreprises. Merci Gilles Duquet pour votre témoignage. Je me retourne maintenant vers Fleur Dormois. Bonjour Fleur, de l'APECITA. Alors, on emploie beaucoup les sigles, vous avez vu, mais l'APECITA, Fleur, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses missions? L'APECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire, environnement. Donc notre mission principale, qui a été créée il y a 60 ans, c'est le placement, favoriser la rencontre des professionnels de l'agriculture avec les techniciens, cadres et ingénieurs de formation agricole, agroalimentaire, environnement. Et puis ces missions se sont développées en 60 ans et aujourd'hui donc nous avons deux publics, les demandeurs d'emploi auprès desquels nous intervenons pour faire de l'accompagnement, du bilan de compétences. Donc nous les aidons dans leur démarche de recherche d'emploi. Et puis les employeurs du secteur agricole, agroalimentaire, environnement, que nous aidons également dans leur démarche de recherche de candidats et que nous pouvons accompagner dans toutes les étapes de recrutement. Quand on parle en agriculture des métiers de production, il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais il n'y a pas que la production en agriculture. Alors effectivement, la production représente 30% des emplois de l'agriculture, puisqu'il faut aussi tenir compte de donc il y a la production, il y a la transformation, et puis il y a tous les métiers connexes, le commercial, les postes de conseiller, tout ce qui gravite autour des organismes professionnels agricoles. Donc, ce qui représente énormément de métiers et avec beaucoup de débouchés et des formations allant du CAP au diplôme d'ingénieur. Et donc, à l'APECITA, ce n'est pas une agence d'intérim. Vous, les contrats que vous proposez, ce sont des CDD, contrats à durée déterminée, et des CDI, contrats à durée indéterminée. Tout à fait. Nous gérons l'emploi en CDD, CDI. Nous ne faisons ni de l'intérim, ni job d'été. Voilà. Nous, ce sont uniquement des emplois de salariés. Donc au niveau national, voire international, nous sommes un réseau présent sur toute la France, dans chaque région, chaque département. Maintenant, je me retourne vers Laure Davoust, qui est responsable RH à la FDCL du Doubs et du Jura. La première question, elle est toute simple. Je lis FDCL. Qu'est-ce que la FDCL? Bonjour, donc la FDCL, c'est la Fédération départementale des coopératives laitières. Voilà. Donc on est sur deux départements, le Doubs et le Jura. Les coopératives laitières, donc il y en a 135 en fait en Franche-Comté. C'est une société où on va s'occuper de la transformation en fait, du lait d'agriculteurs. Donc pour faire une coopérative, il faut être minimum 7 agriculteurs. Et on va s'occuper effectivement de la fabrication du fromage. Donc on a 4 AOP connus qui sont le Comté, le Morbier, le Bleugex et le Mont d'Or. Voilà. Donc dans ces coopératives, c'est vrai qu'on a différents métiers en fait. Je vais partager, on va dire, par rapport plutôt à la technicité du métier, un métier plutôt, on va dire, au niveau de l'atelier. Donc tout ce qui va toucher à la fabrication du fromage, aussi bien le maître fromager qui est responsable de son équipe, donc qui va travailler souvent avec un second fromager ou un fromager, un aide fromager et la personne aussi qui va être en lien aussi avec l'atelier et les exploitations agricoles, c'est le chauffeur-ramasseur, celui qui va aller collecter en fait le lait dans les exploitations pour le ramener à la fromagerie. Voilà. Et on a un autre corps de métier qui est plutôt l'aspect vente au niveau des magasins de coopératives, où là on va retrouver essentiellement le métier de vendeur-vendeuse et un métier plutôt de responsable de magasin, puisqu'on observe depuis quelques années que les magasins de coopératives en fait se sont structurés. Il n'y a plus simplement, on va dire, des personnes effectivement que pour vendre les produits, mais vraiment une structuration sur
l'accompagnement des personnes, la qualité des produits, la mise en avant, voilà, leur commercialisation. Il y a vraiment des opportunités derrière ce job de vendeur ou de vendeuse. C'est vrai que sur l'organisation, en fait, souvent, c'était, on va dire avant, c'était la femme du fromager qui vendait le fromage. Le fromager, le mari le faisait, et puis madame vendait le fromage. C'est un petit peu comme ça que ça se passait. Et en fait, les magasins de coopératives ont eu un développement assez fort et du coup ont eu vraiment besoin de se structurer. De plus en plus, c'est effectivement des métiers qui sont entre guillemets disponibles, qui se sont créés. Souvent, on est sur la création de postes. Donc on attend entre guillemets pas simplement quelqu'un qui va vendre le fromage, mais c'est quelqu'un surtout qui est en capacité d'expliquer l'histoire du fromage, qui est en capacité effectivement d'expliquer sa fabrication, pourquoi c'est un produit de qualité. La mise en avant du produit, c'est quelque chose à nos yeux qui est important. La coopérative, sa plus grande valeur, ce sont les hommes avant tout. Donc c'est expliquer effectivement que le fromage, il est fabriqué ici. Enfin, je veux dire, il a pas fait, on est vraiment en circuit court, il n'a pas fait X kilomètres. Voilà, c'est vraiment une production locale, artisanale. De pouvoir expliquer le fonctionnement d'une coopérative, c'est aussi ce qu'on attend de la part de quelqu'un qui va vendre effectivement nos produits de qualité. Vous nous avez parlé des 135 coopératives, hein, si je ne me trompe pas, hein, du Doubs et du Jura. J'imagine qu'il y a toujours des postes à pourvoir, non, dans 135 coopératives. Si oui, quels sont-ils et quels sont les critères, j'allais dire? Est-ce qu'il faut des diplômes? Est-ce qu'il faut de la motivation? Est-ce qu'il faut les deux à la fois? Alors, tout à fait, c'est vrai que sur les 135 coopératives, ça bouge. 135 coopératives, c'est 750 salariés derrière. Donc, voilà, nous, au niveau de la fédération, on va appuyer en fait la coopérative à la fois sur l'administratif, le financier, sa gestion, mais aussi justement sur la partie recrutement et social. Ça va du contrat de travail à la paye, voilà, l'ensemble des éléments qu'il faut pour faire tourner entre guillemets une entreprise. Les profils entre guillemets qu'on recherche, c'est pas. Alors si effectivement la personne a une formation agroalimentaire telle que l'ENIL, j'ai envie de dire c'est impeccable. Après, on est aussi ouvert et surtout, on est attentif à ce que les gens soient motivés, c'est-à-dire l'envie de s'impliquer dans l'entreprise, l'envie de co-construire dans cette entité. Et l'ancrage territorial, à nos yeux, est important. Voilà. Donc, à la limite, on préfère quelqu'un qui n'a pas forcément, on va dire, les compétences techniques en adéquation avec le projet, mais qui, par contre, fait preuve de motivation et d'implication au niveau de son poste. Ouais. Donc notre rôle au quotidien, c'est d'assurer l'entretien des espaces verts, à la fois sur des domaines publics, pour des entreprises ou pour des particuliers. Alors ça comprend une grosse phase végétale, puisque nous assurons la tonte des pelouses, l'entretien des haies, des massifs. Nous avons également une activité basée sur la maçonnerie paysagère, donc qui comprend toutes les activités liées au pavage, dallage, etc., etc. Concernant nos salariés, concernant l'encadrement, nos chefs d'équipe sont systématiquement titulaires d'un diplôme du paysage, soit un bac pro professionnel d'entreprise du paysage, soit un BTS. Voilà. C'est des diplômes qui, en général, ils ont obtenus en Franche-Comté, dans des lycées agricoles situés sur Belfort ou Besançon. Concernant les ouvriers, nous privilégions bien sûr les jeunes qui sont issus de nos secteurs de formation, de lycée. Ils peuvent avoir soit un CAP, un BEP, un bac pro, voire un BTS. Ce sont des jeunes qui peuvent parfois venir d'un secteur d'activité tout autre, et qui se redirigent vers nos métiers par l'intermédiaire de la formation pour adultes. Donc dans ce cas-là, ils ont tout de même un titre de formation. Alors moi, mon métier, il consiste à gérer cette agence. Donc j'assure à la fois tout le côté ressources humaines. Donc je suis chargé bien sûr du recrutement. C'est moi qui attribue chaque jour le travail à mes salariés. Je suis chargé également d'assurer toutes les démarches commerciales. Donc c'est moi qui vais voir les clients, qu'ils soient particuliers, communes ou entreprises. Suite à ces rendez-vous, j'établis des devis où je réponds à des dossiers d'appel d'offres
Alors les pratiques, aujourd'hui, nous essayons de mécaniser au maximum nos interventions. Nous retraitons systématiquement les déchets, mais les plus gros changements concernent l'utilisation des produits phytosanitaires, notamment les désherbants. Alors concernant le désherbage, nous utilisons des désherbeurs thermiques qui fonctionnent au gaz, des désherbeurs à l'eau chaude, du désherbage bien sûr manuel, mais l'essentiel de notre démarche environnementale consiste à mieux concevoir les aménagements en amont, c'est-à-dire éviter toute surface qui pourrait poser problème plus tard et faciliter le désherbage, prévoir de la mise en place de mulch, d'écorce, de bâches, etc. Alors durant l'hiver, nous avons une activité qui est axée sur les travaux d'abattage, les travaux d'élagage et de taille. Nous avons également une équipe qui est chargée d'effectuer des travaux de déneigement. Sur du secteur privé, du secteur public, comme notamment l'hôpital de Montbéliard. Et ça nous implique d'avoir une permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris jours fériés. Donc ça nécessite une grosse mobilisation de nos salariés. Donc en termes d'hygiène et de sécurité, nous privilégions d'une part l'image de notre entreprise, puisque l'ensemble de nos salariés sont équipés en EPI, puisque nous leur fournissons une tenue complète, de la paire de chaussures de sécurité à la casquette. Alors bien évidemment, nous travaillons à l'extérieur, donc nous subissons bien sûr les intempéries, à la fois la pluie, le vent et le gel. Nous travaillons bien sûr en plein été, donc c'est très agréable de travailler au soleil, mais il faut savoir se protéger, car aujourd'hui on a une problématique qui est le cancer de la peau notamment. Donc nous fournissons à nos salariés des casquettes, des lunettes de soleil et bien sûr de l'eau, puisque nous sommes tenus d'apporter à nos salariés de l'eau fraîche à tout moment. Nous accentuons nos efforts bien sûr sur la formation, notamment en ce qui concerne l'élagage, puisque tous nos élagueurs sont formés. Ils ont suivi une formation à Château-Farine, au CFA de Château-Farine. En ce qui concerne aujourd'hui l'utilisation de produits phytosanitaires, même si nous en limitons leur utilisation, chaque salarié est titulaire d'un certificat. Voilà, c'est une formation de 3 jours qui leur donne le droit d'utiliser ces produits. Travailler le bois, ça consiste en quoi? De scier, d'être scieur. C'est à partir de la grume, ce qu'on appelle le bois en long, le tronc. On l'écorce. Ensuite, on le coupe en billons d'une longueur en fonction des commandes. Et puis, il y a un métier, le scieur de tête. Il commence avec un ruban ou un châssis. C'est des noms de scie. Puis des reprises pour avoir des chevrons, des madriers, des bastings, tout ce qui va servir à la charpente. Donc dans le métier, il y a un des principaux postes qu'on a, de valeur ajoutée, c'est le savoir-faire de tri. On trie depuis la forêt, parce que tous les sapins, tous les épicéas ne se ressemblent pas, ne s'équivalent pas en qualité. Et on a la chance d'avoir un massif où il y a du haut de gamme, des sapins et des épicéas haut de gamme, et donc il faut retirer ça pour aller dans les meilleures charpentes. J'ai repris cette entreprise, j'étais ni scieur ni du Jura. Et j'ai repris cette entreprise il y a 8 ans, à une famille qui n'avait pas de successeur. C'est une entreprise qui fait 20 salariés, une vingtaine de salariés, dans tous ces métiers, depuis la forêt, l'acheteur de bois, le camion qui roule le bois, les scieurs, les caristes, et puis commercial et l'administratif, les postes administratifs. Donc dans tous ces postes, en permanence, on a une recherche d'emploi pour renouveler ceux qui partent à la retraite, ou qui veulent changer de métier, ou qui veulent venir chez nous. Donc on forme, soit les gens sont déjà formés, ont une connaissance du bois, partielle, totale, et puis surtout il y a une formation interne pour s'adapter aux machines et à notre stratégie, à notre façon de procéder. Il y a des métiers où on peut partir de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le bois. Je ne connaissais pas le bois. Quand j'ai repris cette entreprise, je ne connaissais pas ce métier-là du tout. Je n'ai pas de cette partie-là. Donc en fait, on apprend beaucoup en touchant le bois. Chez nous, on a cet avantage, on peut toucher le produit. Et donc, avec les anciens qui sont là, on apprend à trier le bois, à empiler, à former des charges, des piles, qui vont être ensuite préparées et puis vendues et transportées pour être portées à l'autre bout de la France, puisqu'on vend dans toute la France. On a des clients dans toute la France.
Notre métier principal, notre cœur, ce qu'on appelle le métier, c'est de la charpente, et c'est encore un peu plus que ça, c'est pas de la charpente standard, on en fait du standard, mais c'est de la charpente haut de gamme de liste, c'est-à-dire des grandes longueurs, on peut aller jusqu'à 13 mètres, on fait des pièces de 13 mètres de long. Donc on se rend bien compte que des pièces de 13 mètres de long, on ne les porte pas à la main, tout est porté avec des engins, on a d'ailleurs une ventouse qui permet de porter le bois sans avoir d'effort à faire. J'ai un commercial qui vend nos produits dans toute la France, va démarcher nos clients, va continuer à les suivre et puis va aussi nous permettre d'être bien adaptés à ce que demandent les clients. Bien répondre l'offre à la demande. Voilà, de répondre l'offre à la demande. En ce moment où le marché est moins facile, moins lancé sur une progression forte, on a une demande de service. Et le service, ça, il n'y a que le commercial qui peut voir la demande du client. Exemple, une pile qui était entière, qui faisait 50 pièces par exemple, aujourd'hui on nous demande des demi-piles. Ben ça, il fallait être à l'écoute du client et on leur fait des demi-piles. On peut avoir aussi, avec notre propre charpente, racheter un peu de bardage ou de négoce pour arriver que dans le camion, le client ait l'ensemble de ce qu'il lui faut. Le principal message, c'est que les jeunes et moins jeunes n'ont aucune connaissance de nos métiers. Exemple, j'ai plusieurs jeunes qui voulaient faire des apprentissages BTS ou autres et qui ne connaissaient que deux métiers, être dans la forêt ou vendre de bois. Et ça, c'est 4% de nos métiers. On en a 96% à l'intérieur de la Syrie et quand je leur demande, ils ne savent pas. Alors, venez nous voir, on vous montrera. Pour certains, ça ne plaira pas, pour d'autres, ça plaira très bien. Et puis, ça sera peut-être tout leur avenir qui se jouera ici. Parce qu'on a des places de base, des trieurs empêleurs de base, et puis petit à petit, on peut être conducteur de machine, on peut prendre des responsabilités dans la qualité, dans la préparation des commandes. Je m'adresse à vous, Pascal Moïse, bonjour. Donc vous êtes tombé tout jeune dans le monde de la forêt, expliquez-nous. Bonjour à tous, je suis entrepreneur de travaux forestiers depuis 1990. Donc j'avais un grand-père débardeur, je ne l'ai jamais connu malheureusement, mais on peut dire que c'est une vocation, mais la forêt, Sébastien pourra témoigner, lui il est venu en sortant pas du milieu forestier. On a l'image de la forêt, le grand bûcheron canadien avec sa chemise à carreaux, sa barbe et puis sa pipe. Maintenant, c'est plus du tout ça, la forêt. C'est un métier qui demande beaucoup de technique. On nous demande de valoriser le bois. Le bois, c'est quelque chose de renouvelable, mais qui met longtemps à pousser. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi en forêt. C'est un métier relativement dangereux. Donc, les têtes brûlées ou les gens qui ne réfléchissent pas, on n'en a pas besoin. Par contre, c'est un métier qu'on fait par passion, parce qu'il n'y a pas de routine en forêt. Chaque arbre est différent. Donc en forêt, il y a plusieurs métiers. Il y a d'abord le sylviculteur. Donc c'est la personne qui s'occupe soit de planter les arbres, soit d'entretenir les jeunes peuplements. Ça, c'est un métier qui peut être aussi bien réalisé par un homme ou une femme. Il n'y a pas besoin de manipuler des choses trop lourdes. Après, il y a le bûcheron manuel, donc avec sa tronçonneuse. Là, c'est plus masculin comme métier. Là, pareil, il faut la condition physique, il faut la réflexion, parce que c'est un métier à risque. On travaille souvent en équipe, donc il faut savoir s'intégrer dans l'équipe. Et c'est un métier où il faut être capable de se débrouiller seul dans l'équipe. C'est-à-dire que la personne qui arrive dans une équipe, il faut qu'en un jour ou deux, il trouve sa place. Il soit capable de ne pas gêner la progression de l'équipe, de travailler toujours en sécurité. Après, il y a le débardeur. Donc, le débardeur, c'est un conducteur d'engin. Il amène les grumes au bord de la route. Donc, le débardeur, même s'il est en équipe, il est toujours seul. Il est dans un secteur de la parcelle. Donc, là, pareil, il faut qu'il sache s'organiser. Il faut qu'il ait la tête sur les épaules. Il faut qu'il ait des connaissances mécaniques. Et à côté de ça, depuis les années, on va dire 90-2000, notre métier s'est mécanisé. Il y a des entrepreneurs de travaux forestiers mécanisés, comme Sébastien. Donc là, c'est plus de la conduite d'engin et connaissances mécaniques. Donc je pense que Sébastien pourra plus expliquer que moi. Le professionnel de la forêt que vous êtes est adhérent également à une association, pas comme les autres, Pro-Forêt Entraide, qui a un petit peu calqué son modèle sur le service de remplacement dans le domaine agricole. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association et quelles sont ses finalités? Oui,
on s'est aperçu qu'en travaux forestiers, il y avait beaucoup de très petites entreprises, souvent d'entreprises individuelles, puisqu'en Franche-Comté, on a environ 700 entrepreneurs de travaux forestiers pour 1000 emplois en forêt. Donc on s'est aperçu que quand le chef d'entreprise qui était tout seul était malade ou était en arrêt accident, il ne pouvait plus aller travailler et il perdait ses clients et c'était très difficile pour lui de surmonter ce mauvais cap. Donc on s'est rapproché un peu de ce que faisaient les agriculteurs avec le service de remplacement. Donc on a créé un groupement d'employeurs qui s'appelle Proforêt Entraide. Et donc on a 3 salariés en CDI sur la Franche-Comté. Donc contrairement à l'agriculture, le salarié ne vient pas remplacer l'ETF quand il est blessé ou malade. Par contre, il vient en complément de main-d'œuvre quand l'entreprise reprend. Donc pour nos clients, ça permet de sécuriser nos approvisionnements. C'est-à-dire que notre client, s'il sait que son sous-traitant se blesse, il sait qu'il pourra quand même compter sur l'entreprise pour fournir le bois. Quel conseil vous donneriez à un jeune ou une jeune qui souhaite se lancer dans cette aventure de la forêt et du bois? Déjà, je dirais qu'en forêt, il ne faut pas faire ça par défaut. Ce n'est pas un métier qu'on fait en disant « Tiens, je fais ça parce que oui, je me plais en forêt, puis il y a les petits oiseaux, c'est sympa. » Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un métier contraignant, puisqu'on est toujours dehors. Donc, quand il fait beau, c'est très agréable. Quand il fait mauvais, ça l'est un peu moins. C'est un métier difficile. Et oui, c'est vraiment un métier de passion. Donc, il faut se former, il faut apprendre à connaître les différentes sortes d'arbres. Quand j'ai commencé, on avait une coupe, on mettait tous les arbres au bord de la route et c'était la scierie qui faisait le tri des produits. Maintenant, on nous demande de plus en plus de trier nos produits, on a de plus en plus de clients différents. Donc, connaissance des arbres quand ils sont debout, connaissance des grumes quand ils sont abattus, connaissance mécanique, connaissance environnementale, parce qu'il y a de plus en plus de législation au niveau de la protection de l'environnement. Donc c'est vraiment un métier qu'il faut faire par passion et qu'il faut faire... Oui, avant on nous disait tu sais rien faire, t'iras au bois, mais maintenant c'est fini ça. C'est un métier où il faut se former et il faut avoir la tête sur les épaules. Nous sommes dans le bois, on va y rester, on va dans le bois et la forêt. Donc là je fais un petit tour pour m'adresser maintenant à Sébastien Nevasquez, qui est entrepreneur forestier à Malpas. Ça se passe dans le Haut-Doubs, dans le département du Doubs. Alors vous, on peut dire que vous êtes entré dans l'univers du bois par vocation pratiquement. Effectivement, moi j'ai personne de ma famille qui travaille dans le bois. Donc je suis rentré dans le bois par la formation, à Château-Farine à Besançon. En apprentissage, voilà, j'ai fait un contrat de bûcheronnage dans une entreprise du Haut-Doubs. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer donc, le service de remplacement à Proforêt Entraide, voilà, donc d'intervenir dans différentes équipes de bûcherons dans tout le secteur du Haut-Doubs au Jura. Donc je travaillais pour une dizaine d'entreprises, donc ça m'a permis de me former aux techniques d'abattage. Et puis après, moi j'ai eu le choix d'intégrer une équipe en tant qu'entrepreneur de travaux forestiers, donc à l'Abergement Sainte-Marie. Donc je me suis installé en 2006 et puis en 2007, je me suis installé en 2006 en tant que bûcheron. Et en 2007, j'ai acquis une abatteuse. Donc je me suis mécanisé. Voilà. Et puis en 2013, donc tout récemment, j'ai employé un salarié. Vous parliez du matériel forestier, Pascal Moïse l'évoquait aussi, mais je crois qu'il y a eu des gros progrès de fait dans le matériel qui est quand même plus léger, plus maniable, moins dangereux, non je m'adresse à vous, les professionnels de la forêt. Aujourd'hui, le bûcheron, moi je ne suis pas bûcheron, je suis conducteur d'engin, donc au niveau de bûcheron, de toute façon, on a tout un équipement de protection qui sécurise notre travail en forêt. Donc le casque pour le bûcheron, les pantalons anti-coupure, les chaussures de sécurité. Et puis, donc pour ce qui me concerne, donc les engins forestiers, aujourd'hui, oui, on a des engins qui nous sécurisent. Donc, on travaille dans la cabine, on est confiné. Si jamais l'engin vient se retourner, on n'a aucun risque. Il ne faut pas sortir quand l'engin sort, bascule. On a des détecteurs anti-incendie. Donc, on est sécurisé quand on travaille. Alors si j'ai bien suivi votre parcours, et donc prochainement l'embauche d'un nouveau salarié, quoi. L'embauche a déjà été faite, voilà. Donc en 2007, j'ai acquis la batteuse, j'ai travaillé en collaboration avec un autre entrepreneur donc moi je faisais l'abattage et puis lui débarder.
En 2013, il a stoppé son activité et donc il a fallu que je me retrouve quelqu'un assez rapidement pour respecter les engagements que j'avais vis-à-vis de mes clients. Donc j'ai acquis un deuxième engin forestier, donc un porteur, pour sortir les bois, et puis donc il a fallu que je recrute un salarié. Bon, ça a été assez simple pour moi parce que c'est une personne que je connaissais. J'avais été travailler avec lui sur la tempête en Aquitaine en 2009. Donc c'était une personne que je connaissais et puis je connaissais ses capacités. Donc je l'ai contacté et puis il m'a rejoint en 2013. Voilà. Donc il était tout content de travailler sur un engin neuf. Voilà. Donc après les compétences que je lui demandais, donc c'était surtout d'être autonome. On travaille souvent seul. Là il travaille sur un chantier qui n'est pas tout à fait à côté du mien. Je lui ai demandé aussi des compétences mécaniques. Donc l'autonomie, je lui ai demandé aussi d'être performant, parce qu'il faut quand même faire du rendement, rester une entreprise. D'être attentif au niveau de sa sécurité, et puis de la sécurité des gens qui tournent autour, parce qu'on travaille tout seul dans le bois, mais il y a souvent du monde. Donc aussi bien le public et puis les clients qui viennent nous voir, aussi bien les agents de l'ONF, donc il faut être attentif, quoi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et votre écoute, remercier nos invités d'être venus parmi nous.